Salut, c'est Pierre Amiche. Aujourd'hui, Rugby Légende reçoit un Springbok de naissance, mais un tricolore de cœur. C'est l'histoire un peu folle d'un joueur sud-africain qui a quitté Pretoria pour vivre son rêve. Sa légende de père, son pays de naissance, son arrivée à Brive, le rêve bleu, les victoires à Castres, les titres, la vie au Racing. Anthony Classen se raconte. Entre les doutes et les rencontres, la vie du troisième ligne pourrait être un roman, une aventure qui n'a qu'une raison d'être, partager sa passion avec tous ceux qu'il a croisés. Anthony Classen, c'est la générosité à l'état pur. En somme, c'est la classe. Un mec bien. Une rencontre que j'ai adorée. J'espère que cet épisode vous plaira. Autour de la table, Christophe, alias Kibé, fan du Racing, Marion Tessen, journaliste rugby. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui te permet de partager pendant une heure une émission avec les plus grandes stars du rugby français. Et aujourd'hui, pour nous accompagner pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une figure du top 14. Il y a joué pendant près de 15 ans, en passant de Brive à Castres, tout en faisant un petit crochet par le Racing. Il a marqué le rugby français des années 2010. Et quelques adversaires, il faut le dire. Anthony Classen est avec nous. Salut Anthony. Salut Pierre, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Nous, on est surtout très heureux de t'accueillir parce que, Anthony, tu as marqué le rugby français. On va y revenir en long, en large, en travers. On va égrener toutes les dates qui ont marqué ta carrière, de Brive jusqu'au Racing. Et puis, il y a eu quelques succès quand même sur lesquels on va revenir. Face à lui, un homme dont on connaît moins le visage que les œuvres, parce que oui, c'est un artiste, un vrai, il vit de son art et ça c'est magnifique. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Kibé, mais Christophe surtout est avec nous. Salut Christophe. Bonjour Anthony. Christophe. Je t'appelle comment ? Je t'appelle Kibé, Christophe ? Christophe c'est bien. Christophe c'est bien. C'était quoi ta réaction quand je t'ai dit que tu allais partager une émission avec Anthony ? Moi j'étais ravi parce qu'en fait Anthony on s'est croisés mais ça remonte à il y a un moment. Et c'était moi j'en ai gardé un bon souvenir. J'étais tellement impressionné à l'époque qu'on a fait un petit selfie et je crois que j'ai pas été capable de prendre je crois que c'est lui au bout d'un moment, au bout de 3 fois il m'a dit non mais là je vais prendre la photo. Il a senti que t'étais fébrile. Exactement. La dernière autour de la table, elle est journaliste, elle n'a pas pratiqué le rugby en dépit de son physique très impressionnant, mais elle l'a disséqué, analysé, commenté, décrypté notamment pour l'équipe, pour RMC. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous. Marion Tessen, bonjour. Salut messieurs. Ça va Marion ? Ça va, toujours. Bon, moi je suis ravi de te recevoir, ravi de partager ces moments ensemble. Pour revenir sur la carrière d'Anthony Classen, on va utiliser un objet qui nous est propre chez Legendary Plays qui s'appelle un plays. Alors un play, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le plays ? C'est ça. Tu vois Anthony, c'est une capsule temporelle, un moment d'émotion exceptionnel. Ça permet aux gens qui nous regardent de se replonger dans une époque, à un moment précis. Ce moment précis, c'est un essai du Racing. Oh, qui a le ballon ? Ce serait pas Anthony Classen qui vient de décaler l'Olala sur l'aile et regarde ça au soutien. Bon, traversée de terrain. Tu te rappelais que t'allais aussi vite ? Je vais vite là ? Ça va, attends, t'as déposé tout le monde. Les autres, ils vont plus vite que moi, mais bon. Ils ont un numéro à 2 chiffres, ça veut dire que c'est les 3/4, tu vois, t'as pas à rougir. C'est pas faux. Bon, cet essai-là, essai de Dan Carter, ça fait partie des très très beaux essais, des belles réalisations qui ont jalonné ta carrière sur laquelle on va revenir. Kibé, quand on voit ce genre d'action, le rugby c'est quand même chouette. Ouais, puis c'est surtout que ça a l'air facile. Quand c'est joué par Classen, Carter ou là, on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Alors qu'on sait que c'est pas vrai du tout en fait. Je t'invite à faire une passe en courant, rien que ça, c'est pénible. Et puis je sais pas qui a défini le truc qu'il fallait le faire en arrière, c'est hyper dur. Mais justement en parlant de ça, parce que je pense que là tu vas fâcher certains supporters du Stade français, il me semble. C'est ça, oui. Je crois que sur la passe de Carter, je crois qu'il y a des discussions en tout cas. C'est à plat. Toi qui as été arbitre, faut regarder les mains. Oui, Alors, je regarde les mains. Sans aucun parti pris, moi je pense qu'il n'y a pas du tout en avant. Non, pas le tout. On est d'accord. Évidemment que non. L'arbitre aimait le rubis, il n'allait pas le refuser pour une sombre histoire d'en avant. Anthony, au sommaire, on va revenir sur ta carrière en 5 plays, 5 dates qui ont fait ta carrière. Et derrière, je t'ai demandé de faire tes devoirs et de nous composer ton 15 de légende. Et donc on va détailler ensemble, tel Fabien Galtier, les choix poste par poste et on va critiquer ta sélection. Voilà. Allez, c'est parti pour Rugby Légende. Pour commencer en douceur, on va remonter le fil de ta carrière et Marion a dressé ton portrait. C'est ce que j'ai appelé Anthony Classen pour les nuls. Alors Anthony, si j'ai bien fait moi mes devoirs, t'es né le 20 octobre 1984 en Afrique du Sud d'un papa qui était déjà rugbyman mais pour les Springboks, je crois. Donc oui. t'es né dedans, t'es né avec un ballon de rugby dans les mains. Oui, je suis né avec un ballon de rugby dans les mains, donc
On m'a jamais forcé de jouer, donc c'était juste... c'était naturel en fait pour moi, donc du coup, comme mon père il était capitaine des Springboks et tout, donc du coup forcément tu tombes naturellement dedans et puis voilà, donc j'ai toujours été passionné par le rugby forcément, mais tous les sports, donc c'était quelque chose qui était transmis par mon père forcément, oui. Et tu arrives en France en 2007 à Brive en tant que joker médical d'abord. Oui, tout à fait. Donc, ensuite, ouais, c'est une petite histoire un peu spéciale en fait. Donc, en Afrique du Sud, j'avais pas de contrat. J'étais peut-être pas le plus costaud à l'époque, surtout à Pretoria avec les Bulls. Juste, tu nous dis combien tu mesures? 92. Et combien 92. Tu pèses? Un peu plus qu'avant, mais on dirait 115. Voilà, 1m92, 115 kg, c'est un petit gabarit sud-africain. Il fait partie des petits gabarits. Quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Si on regarde à l'époque avec les Bulls, mais c'est sûrement, il y avait les Bakis Botha, Danny Russell, les Victor Matfield. Mais c'est exactement ça, c'était les monstres. Et puis, voilà, donc, comme mon père, il a joué en France aussi les années 70 à Marmande. Il m'avait toujours dit, si tu as l'occasion d'y aller, il faut tenter, ça va c'est un peu ton style de jeu aussi. Tu as adoré la culture, le rugby, les gens, c'est super sympa. Et puis, je suis parti avec un sac à dos et puis une valise, pas d'argent, pas de contrat. Du courage. Ouais, du courage. Et puis, j'étais censé commencer à Marmande aussi. Et puis, je suis resté 2 semaines. Et entre ces 2 semaines, j'ai eu la chance d'aller faire des tests physiques à Brive, à l'époque avec Laurent Sen. Je suis j'ai fait je sais pas, 3 km, j'ai attrapé quelques ballons. Pour moi, c'était simple en fait. Et on m'a dit que tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci, mais tu vas jouer avec des espoirs. Je dis voilà, franchement, je vais rester. Ok. C'est quand même le top 14. Et puis pendant 3 mois, j'ai eu des petits problèmes de visa. Voilà, donc pendant 3 mois, je me suis entraîné avec les pros et franchement, j'ai tout donné pour prouver pour gagner ma place. Et après, tu n'as jamais quitté la France. Et puis, jamais quitté. Donc, il y a Lévieman qui a arrêté sa carrière et il était devenu l'entraîneur. Et je suis devenu. J'étais le joker médical. Et puis, c'est là où je me suis lancé. Donc, c'est le début donc de après, il y a eu des Barbarians, des sélections avec les Babas français. Et puis, un passage à Castres. Ouais. Des petits titres à Castres. Ouais, petits titres, ouais. En 2013, tu es convoqué par Philippe Saint-André pour préparer le tournoi Destination. Là, il y a des petites sélections en équipe de France aussi qui sont sympas. Un petit tournoi. Oui. Puis ça prépare quand même, c'est le couronnement d'un effort quand même, mais admirable. C'est-à-dire que passer de Brive à Castres, à l'équipe de France en peu de temps, bien sûr, on sent que le bonhomme progresse, quoi. Voilà. L'ascension, Anthony Classen, et ensuite en 2014 au Racing, là tu joues 2 finales de Coupe d'Europe et tu gagnes aussi le top 14, donc ton palmarès. Et le 7 aussi, le Sevens, n'oubliez pas. Oh, pardon. J'ai partie de cette équipe aussi. La première équipe à avoir gagné le championnat. Parce que c'était Joe Rocococo qui était l'entraîneur et il m'a demandé, il m'a convoqué, allez, viens jouer. J'ai demandé, mais pourquoi je ne suis pas un joueur de 7 Il me dit, parce qu'on s'appelle Papy. Il dit, Papy, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et franchement, cette journée-là, je me suis régalé, c'était énorme. Toute la journée, on avait une super ambiance dans le groupe aussi. Et en plus, on a gagné, donc encore mieux, c'était fantastique. Oui, parce qu'il y avait d'autres joueurs pro, il y avait Brice qui oui, il y avait Brice aussi, il y avait Juanimov, ouais. Clément Jacques aussi. Donc, Clément Gilbert, Antoine Gilbert, il a fait une super tournoi aux journées. Et voilà, non, mais il y avait une super équipe, donc je pense qu'on s'est armé pour gagner le premier. Donc, faut pas l'oublier ce titre-là. Pardon pour moi, je vais parce rajouter. Que comme je suis pas un joueur de Sevens, il faut l'avoir quand même. Et du coup, on peut dire que le Racing a été le premier champion de France à 15 et le premier champion de France à faire le doublé presque. Exactement. Un siècle plus tard. Ouais. C'est tout, Marion, on s'arrête là non, j'ai noté aussi qu'en 2021, tu mets un terme à ta carrière professionnelle et qu'ensuite, tu as repris tes études et que tu as été diplômé à HEC. Exactement. Donc, après, c'est un travail qui a été fait... Bien plus diplômé que nous tous autour. Bien avant. Pardon, Christophe, je parle. Non, mais c'est important. De l'école de la non, mais la vie après rugby, c'est tellement important. Donc, quand j'étais encore joueur au Racing, j'ai fait des stages aussi sur mes journées de repos pour apprendre un peu. Et puis voilà, quand j'ai su que ça va être la fin, je me suis embarqué avec ce projet avec un executive MBA à HEC. Et, tellement content de l'avoir fait. Très enrichissant avec les gens que j'ai pu partager avec. C'était incroyable. Donc voilà, donc c'était
c'était sympa. Et on en a un peu parlé avant avec Christophe, avant que tu arrives, mais il me disait que... Vas-y, mais il semblait que tu devais arrêter 1 an avant et que finalement, t'as poussé ta fin de carrière. Ouais, après, je pense que c'était... Moi, je voulais pas arrêter. Je pense que c'était surtout le club. En fait, oui, le club. Oui, moi, je vois ça de l'extérieur. Donc, non, mais moi, même à la fin, j'avais encore envie de jouer parce que physiquement, ça se voyait. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, il y avait le Covid. Et voilà, donc... c'est pour ça. Et après, comme ils se sont décalés aussi le Champions Cup et on s'est qualifié pour la suite. Donc, du coup, j'ai senti... Mes impressions, c'était que j'ai joué... C'était le meilleur rugby que j'ai joué dans ma carrière aussi. Donc, je crois que les 2 dernières années ont été assez... Donc voilà, parce que j'étais beaucoup plus détendu aussi. Il n'y avait pas de pression. Je ne me suis pas mis la pression supplémentaire parce que je savais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc je voulais prendre le maximum de plaisir en fait. Tu avais déjà gagné en plus auparavant. Donc peut-être qu'il y a moins la quête absolue du titre, de la reconnaissance. Non, quand même. Je pense que surtout le Champions Cup, là, c'était vraiment un truc que j'ai voulu gagner. Mais oui, mais après, on va revenir après, je pense. Mais... Oui, et surtout, on va reprendre point par point ce que Marion a balayé comme ça, en images. Marion l'a dit, tu es né en Afrique du Sud, un papa capitaine des Box. C'est quand même un héritage, parfois lourd à porter. Oui. Marcher dans les traces de son père, c'est pas quelque chose d'évident. Non. Je pense surtout en Afrique du Sud. C'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce que ton départ d'Afrique du Sud, c'est pas lié aussi au fait de vouloir marquer ta propre histoire quelque part? Ouais, mais je pense que moi j'ai grandi dans une famille, surtout avec un père qu'on est, avec le capitaine, avec le palmarès qu'il avait en Afrique du Sud. Il m'avait toujours dit, toi t'es Anthony, moi je suis Wynand, donc toi t'as fait ta vie. Si tu t'apprends, c'est comme hier qu'on avait cette discussion, on était dans la voiture pour aller à Bloemfontein pour aller voir les Springboks contre l'Australie. Il m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? J'avais 11 ans, je pense. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je dis, forcément, j'ai envie de jouer au rugby. Et il m'avait dit, mais tu peux faire ce que tu veux dans la vie, je serai toujours là pour te soutenir. Même si tu as envie de faire la danse, je serai là pour toi. Donc, tu vois, vous voyez, il n'y avait pas le poids de réussir. Donc voilà, c'était mon palmarès, mon parcours. Et donc du coup, quand je suis parti en France aussi, c'était une nouvelle aventure. J'avais rien à perdre. Donc voilà, c'est là où j'avais l'occasion de m'exprimer aussi en tant que joueur, oui. Et ça a dû lui faire bizarre quand même quand tu as mis le maillot de l'équipe de France pour jouer pour non, sincèrement non, c'était tellement une grande fierté. Ça faisait 6 ans que j'étais là à l'époque, en France à l'époque. Et je sais pas, j'ai toujours essayé de me retrouver dans la culture de la langue, de passer le temps avec les Français surtout au début. C'est comme ça que j'ai appris aussi. Parce que quand je suis arrivé en France, c'est 1, 2, 3, bonjour s'il vous plaît, merci. Pas plus que ça, quoi. Non, mais après, c'était une grande fierté de l'avoir porté. Oui, non, pour ça, mais je pense pour lui, comme il a été capitaine des Box, vous avez eu des discussions à ce sujet-là? Non, mais je pense que lui, c'était le plus gros supporter aussi. Lui, il est beaucoup dans ses manœuvres, dans sa façon d'être. Il est beaucoup plus français aussi parce que c'est un artiste, c'est un architecte. D'accord. Donc il fait des peintures. Il est un peu plus fin que le Sud-Africain moyen. Voilà. Donc du coup, l'idée du Sud-Africain qu'on se fait. Oui. Ce côté artistique, côté français qui sort aussi. Donc je me suis vu aussi à l'époque avec les 5 nations. C'était les 5 nations à l'époque, les dimanches. On était là, il avait son béret et tout ça. Il était toujours derrière les Bleus, il était toujours allé les Bleus et tout ça. Donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça aussi. Donc c'était pas un grand choc non plus. Donc c'était. En fait, c'était lui la première personne que j'ai appelé quand Philippe m'avait appelé. Et puis c'était un moment quand même très émouvant aussi. Donc beaucoup d'émotions. Quand tu entends ton père aussi, tu dis waouh, il y a quelque chose quand même. Avec Brive, donc tes débuts en France sont marqués par la lutte pour le maintien. Oui. C'est un peu le début. Même si quelques victoires à cette époque restent dans les mémoires, comme cet essai en 2012 contre Toulon, ce jour-là, Brive va renverser les Galactiques du RCT. Alors, est-ce que tu te rappelles de ce match et surtout de cet essai, parce que c'est ton premier essai en France? Non, c'était pas mon premier. Le premier, c'était contre Toulouse en 2008. J'étais persuadé, j'étais sûr de moi, tu vois, j'ai mal travaillé. Je me sanctionne. Non, là, j'ai quand même marqué quelques essais aussi. C'était à l'époque, ça faisait 4-5 ans que j'étais à Brive, donc forcément, on était un peu sous pression.
on a toujours joué un peu le maintien, donc c'était un peu compliqué parfois. Mais après voilà, c'est là où j'ai commencé, et c'était un peu, c'est ma maison, quoi. Donc voilà, d'avoir marqué contre une équipe comme ça, c'était devant le public énorme. Mon père était là aussi d'ailleurs ce jour-là. Incroyable. Ouais, c'était cool. Ce match-là, c'est une victoire contre Toulon. Malgré tout, la saison est bien, mais difficile, comme à chaque fois avec Brive. Quel souvenir tu gardes de cette période briviste, de cette période Coujou? Pour moi, c'était vraiment... Souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est que des bons souvenirs. Même si c'était compliqué parfois, on a joué les maintiens, c'est jamais facile. Donc, surtout quand tu quittes un club et tu pars ailleurs et tu descends, tu laisses le club en Pro D2, c'est compliqué. Mais sincèrement, j'ai que des bons souvenirs de la ville, de la région, des gens, surtout le rugby aussi. C'est quand même là où j'ai commencé. C'est le club qui m'avait donné ma chance aussi. Donc, c'est que des bons souvenirs. C'est vraiment que des bons souvenirs. Donc, je regarde encore, je les suis encore aujourd'hui, tous leurs matchs qui me tiennent à cœur aussi. Christophe, à cette époque, le Racing commence à s'inscrire régulièrement dans le top 6. Ouais. C'est le début d'un mouvement plutôt sympa au Racing, parce qu'on passe de la Pro D2 à jouer les premiers rôles. Pro D2, c'était sympa aussi. Oui, bien. Non, mais la Pro D2, c'est le meilleur championnat du monde. C'est le championnat le plus authentique. Parce qu'il ne faut pas dramatiser la chose. Non, mais là, d'un coup, tu peux jouer un titre, quoi. C'est pas tout à fait le même destin de supporter. Et paradoxalement, c'est une équipe qui a l'air d'être à taille humaine. En tout cas pour les supporters. Alors moi c'est le moment où j'ai vraiment été attrapé par le Racing et par le rugby parce que du manoir, parce que l'ambiance était effectivement assez familiale, parce qu'on avait la chance de pouvoir croiser les joueurs à la bodega, où il y avait pelouse ouverte à la fin des matchs et des échanges assez faciles. Donc oui. Je ne sais pas quelle image on a du Racing en province, par exemple. Je sais qu'il y a des... Comme beaucoup de clubs parisiens ou franciliens, pas top. Je ne vais pas te mentir. Vous n'êtes pas le club le plus aimé de France. Alors nous, c'est une particularité, parce qu'on n'est pas le club d'une ville, on est le club plutôt d'une région, d'un département. Ouais. Mais moi, quand on allait à du manoir, je retrouvais un petit peu cette ambiance de clocher où moi j'y avait des gens dans les tribunes qui connaissaient les joueurs depuis qu'ils étaient moi je me souviens les premiers matchs de Henry en première, il y avait des gens dans le public qui l'appelaient par son prénom parce qu'ils l'avaient vu débuter dans les équipes de jeunes. Donc c'est des choses qui existaient là comme ça existe dans d'autres clubs, effectivement. Marion, à l'issue de cette saison 2011-2012, le CAB va descendre. Ouais. C'est un peu la fin d'un groupe aussi. Oui, puis c'est la première relégation en 11 ans. Enfin, ils étaient montés 11 ans plus tôt. Et là, ils descendent avec les départs de grands joueurs, de Estebanez, de Alexis Palisson, Virgile Lacombe aussi, Scott Spedding. J'avais oublié Scott, mais c'est toi qui me l'as remis. Ouais. Alex Popham aussi. Donc voilà, c'est la fin d'un vrai groupe et d'une équipe qu'on avait l'habitude un peu de voir en top 14. Toi aussi, tu vas quitter Brive, direction une équipe qui a presque la même identité, le Castres Olympique. Ouais. On se retrouve dans la même idée de clubs familiaux avec des vraies vertus, des valeurs, presque l'image de village, alors que Castres est quand même une grande ville, mais cette espèce d'image d'Épinal, du village d'Astérix. C'est d'ailleurs un groupe qui va réaliser des choses incroyables jusqu'aux phases finales et même jusqu'à la finale. Et en finale, c'est le petit contre le gros, David contre Goliath, et cette fois, pas de fronde, mais un joueur en feu, Rémi Thalès. C'est une saison de dingue qui se conclut là-dessus. Est-ce que tu peux nous décrire cette action ? Je pense que j'étais par terre, je me souviens plus exactement parce qu'il a fait les 2 drops, donc c'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais, j'étais juste derrière lui, mais après. Et là, c'est fini. C'est bien placé pour le drop, donc après personne n'a jamais pensé qu'on va gagner ce match-là, mais on n'a même pas dû exister dans ce match-là, et puis on avait une telle force dans cette équipe, dans ce groupe-là. Cette année-là, donc c'était vraiment des potes. On a passé tout notre temps ensemble, on a tout fait ensemble. Et là, je pense que
il y avait une certaine confiance qu'on avait dans nous, qu'on a dégagée, mais on n'avait pas déclaré haut et très fort, parce que quand même, c'était long. C'est quand même Puis c'était le gros Toulon, c'est le Toulon qui commence après à gagner toutes les Coupes d'Europe avec Wilkinson, Guito. Une. Oui, c'est ça. Première, ouais. Donc, Donc nous, on était confiants. On avait vraiment beaucoup de confiance en nous-mêmes, en fait. Et puis, on était tellement soudés aussi qu'on n'avait jamais l'impression qu'on va perdre ce match. Donc, et pour moi aussi, d'avoir joué la descente, la maintien l'année d'avant, et l'année d'après, je suis champion de France, c'était incroyable. Donc, tu peux pas l'écrire mieux que ça. Donc, pour moi, c'était... Le conte de fées. C'était hallucinant de me retrouver. Je pense dans mes rêves que je peux réaliser un truc pareil. Donc, c'était... D'être champion de France, c'était incroyable. Ouais. Il n'y a vraiment pas les mots, en fait, d'expliquer ça. Moi, j'étais au Stade de France, et ce que dit Anthony, ça se ressentait dans les tribunes, en fait. Moi, j'étais au Stade de France avec des Toulonnais, et tout le monde a senti que ça allait basculer du côté de Castres. Ce dont tu parlais, ce que vous dégagiez, c'était extrêmement perceptible. Vraiment. Ouais. Et puis, on avait l'impression que tout allait dans votre sens, mais parce que vous alliez le chercher. On était allé chercher, oui. On était allé chercher, on a tout fait. Donc, même si j'ai marqué l'essai à la fin, mais là, je pense c'était petit relâchement, parce que là, on s'est rendu compte que c'est champion, mais c'est fait. Donc, du coup, il faut juste faire tourner le chrono et c'est fini, quoi. Mais c'est une situation rare en finale. Ça arrive pas tous les ans, c'est que tu as pu savourer. Tu as pu savourer le fait que, ça y est, vous alliez gagner. Ouais. Tu l'as vu venir. À quoi tu penses dans ces derniers moments du match où tu sais que le bouclier est à toi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai posé la question à d'autres joueurs, Julien Candelon, Anthony Floch, ce qu'ils ressentaient. Et il y en a plein qui me parlent de la même chose, un blackout. Ils n'ont pas beaucoup de souvenirs de ces moments-là parce que tout va trop vite. Mais c'est ça que je voulais... J'étais en train d'y penser, mais même après le match, j'ai quasiment pas de souvenirs de... Avant le match même, je me rappelle quelques actions. Après le coup, ça, rien du tout. Je me souviens quasiment plus. Donc, il était tellement dans l'euphorie. C'est le tourbillon, quoi. Ouais, donc, c'est les émotions, il y a plein de choses. Donc, c'est parmi les images, en fait, que tu te rends compte qu'est-ce qui se passait. Mais ouais, c'est juste un sentiment c'est incroyable, en fait, ce que tu viens de réaliser. Parce que tu travailles très, très dur toute l'année, toute la vie, en fait, pour arriver à jouer des matchs comme ça. Et là, t'es devant 80 000 personnes, devant tes potes, tes familles, ou de la famille. C'est incroyable. Et moi, j'ai un souvenir très très précis de l'après-match. Forcément, moi, je l'ai pas joué le match. Donc, oui, t'étais pas dans l'euphorie pareil. T'étais pas dans l'euphorie pareil. Pour moi qui a été plutôt un footeux toute ma vie, et qui là commençait à embrasser toute la dimension du supporterisme dans le rugby. J'ai vu, alors c'était Rémi Thalès, et il y avait un deuxième joueur, je ne sais plus qui c'était, qui ont fait le tour du stade avec le bouclier, avec le Brennus. Je pense que c'était Romain Cabane, vu qu'ils étaient quand même un peu longtemps ensemble. Et j'ai vu en bas les supporters toulonnais qui leur ont demandé une photo, et ils sont venus poser avec les supporters toulonnais et le Brennus. Pour un mec qui vient du foot, c'est inconcevable. Oui, bien sûr. C'est inconcevable. Et là, je me suis dit, waouh, là, il se passe quelque chose vraiment de... Pour tout te dire, Anthony, on a tous un dénominateur commun, c'est qu'on est animé par la passion côté supporter. Marion est supportrice du Biarritz Olympique. Il y en a, ça existe. Voilà, on est peu nombreux et il en reste plus beaucoup. Mais... Christophe, donc le Racing. Oui. Moi, je suis Rochelais. Donc on a tous connu des fortunes diverses en finale. Mais il y a quelque chose qui est assez universel, c'est la dimension d'une finale. Ouais. Gagné ou perdu, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas, est-ce que vous... Christophe, on a eu cette discussion-là sur Twitter. Marion, je te pose la question, c'était pas prévu. Est-ce que tu as déjà pleuré pour une finale, gagnée ou perdue avec le Biarritz Olympique? Ah bah oui. Les finales de Coupe d'Europe surtout. On perd en 2006 contre le Munster, on perd en 2010 contre Toulouse. Et ces deux-là, je pleure. Ouais. En championnat, on les a gagnés. 2002, 2005, 2006, on gagne. J'ai pas pleuré de joie, mais les défaites... Ouais, je les défaites souvent sont cruelles en plus parce que vu le scénario, notamment face au Munster, où le match est très serré, il y a cet exploit de Peter Stringer qui part sur le petit côté, Cyril Ibobo qui oublie un peu de défendre. On me pose pas la question, mais moi j'ai pleuré beaucoup pour le rugby, pour l'équipe de France, pour La Rochelle. Le pire scénario étant évidemment cet essai de Romain Ntamak à la dernière minute,
où là c'était abominable, vraiment j'ai vécu la pire soirée de ma vie de supporter et de loin. J'ai pris des branlées terribles en tant que joueur, rien ne m'a fait plus mal que cet essai extraordinaire de Romain Ntamak. Ce qui va valider finalement ce titre du CO, c'est l'année suivante. Parce que l'année d'après, on pourrait dire que c'est un coup de chance, pas du tout. Ouais. L'année d'après, le CO va se hisser à nouveau jusqu'en finale. Une histoire qui allait s'arrêter, mais finalement, le CO assume, relance, renoue avec le Stade de France. Mais cette fois, face à Toulon, le CO est trop court. Et là, c'est une défaite en finale. Vous avez sous les yeux le dernier coup de pied de la carrière de Sir Johnny Wilkinson. Je pense qu'à ce moment du match, t'en as plus rien à cirer. Une défaite en finale, Anthony, en tant que supporter, on l'a dit, c'est quelque chose de douloureux. En tant que joueur, est-ce que tu t'en es remis facilement ? Écoute, c'est jamais facile de perdre, surtout en finale. Il y a beaucoup de déceptions. Mais après ce jour-là, on avait la chance de se qualifier pour les barrages. Et puis d'arriver en finale, on a battu clairement en demi. Oui, en quart, en barrage, pardon. C'est le premier match qu'ils ont perdu depuis je sais pas combien de matchs à domicile. Ça faisait genre 3 ans. Ouais, non, mais c'était 70 matchs et tout. C'était incroyable. C'était fou. Donc on les a battus. Et puis en demi, tu joues contre Montpellier, donc tu fais une demi-heure de plus. Donc du coup, tu laisses quand même beaucoup de jeux aussi, mais après. Sur cette finale-là précise, l'équipe de Toulon là, c'était le gros équipe de Toulon. C'était trop fort. Donc nous, même si on était très déçus, il y avait beaucoup de déceptions. C'est la vie parce que l'année d'avant, nous on a soulevé le bouclier. Cette année-là, c'était leur chance, mais c'est comme ça, il y a la déception et puis voilà, tu passes à autre chose. T'as pas trop le choix. C'est la fin d'un cycle, cette défaite Castres. Ouais. Parce que derrière, tu vas quitter le Tarn. Cette fois, direction Paris, le Racing. Paris. La banlieue parisienne. Oui, bon, c'est pour les gens qui nous regardent en province, ça se touche, c'est pareil. Non, le club de rugby de Paris, c'est Stade Direction, Français. Alors je reprends. Anthony, tu vas quitter le Tarn, cette fois direction l'Île-de-France. Et le Racing, une grande ville, une grande région, un grand département. T'arrêtes maintenant, Christophe. Il y en a quelques-uns qui t'ont suivi du reste de Castres. On était plusieurs. J'ai vu passer Rémi, Brice, Marc Andreu, Luc Ducalcon. Quelques-uns quand même à faire le voyage. Malgré ça, est-ce que tu as eu peur en signant dans une grande ville, toi qui avais connu la Corrèze, puis le Tarn, des régions un peu plus calmes que la région parisienne? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Après, ça c'est à part de rugby en fait, mais dans ma tête, je voulais toujours me tester en fait, pour voir à quel niveau je peux y aller, où je vais arrêter ou je peux m'arrêter. Donc c'est pour ça le Racing pour moi c'est notre étape. Donc le Brive c'était super bien, mais là je savais qu'il fallait que je parte pour me tester. Puis je suis parti à Castres et là c'était les deux années incroyables, fantastiques, avec un titre, tu perds en finale, mais après. Et là, le Racing, c'était notre étape, parce que là, tu commences à jouer les deux tables. Tu joues pas que le championnat, mais tu joues Europe aussi. Donc c'est là, tu dois être en forme, mais tu joues contre les meilleures équipes en Europe chaque année. Donc c'est pour ça que je voulais me tester. En plus, forcément, il y avait des bonnes relations avec les deux entraîneurs aussi. Et puis Laurent Travers. Ouais, Laurent Labi. Donc du coup, pour le suivi, c'était forcément juste normal, je pense, pour moi aussi. Christophe, cette année 2014-2015, c'est un énorme recrutement pour le Racing. Je vais te remettre ça en tête, puisqu'on va voir débarquer Mike Philippe, Teddy Thomas, Brice Dulin, Thomas Lavalini, Johan Goussen. Évidemment, c'est un peu strass, c'est très classe. Mais j'ai une question, comment tu fais pour t'attacher à une équipe qui tourne autant ? Parce qu'il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, sans parler d'instabilité, mais comment tu fais pour tous les aimer ? On est supporter d'une équipe, on n'est pas supporter de joueurs déjà à la base, sans vouloir. Non, il t'aime pas. Alors, t'as complètement raison. Non, mais c'est parce qu'il t'aime pas. Alors, on s'attache aux joueurs. Aux joueurs, forcément. Pas c'est à l'équipe tous, le plus mais important. on s'attache aux joueurs. Contrairement à certains supporters justement qui peuvent avoir la dent très dure avec les joueurs quand ils s'en vont ou quand ils font d'autres choix. Moi, c'est une carrière de joueur, c'est court déjà, et puis ça obéit à
à plein de logique qui nous échappent. Donc moi, je suis toujours très content quand je vois quelqu'un qui signe chez nous parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ça te fait des nouveaux portraits à faire. Bonne chance quand ils s'en vont. En plus, ça fait des nouveaux portraits à faire. Comme on s'attache, après, je dis d'abord c'est le club et puis voir comment le joueur évolue à l'intérieur du groupe. C'est vrai que tu me rappelles ça a beaucoup tourné, mais nous on avait des points fixes quand même dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont là. Et il y en a qui sont encore là aujourd'hui, depuis très très longtemps. Bernard Leroux était déjà là. Voilà, c'est ça. Henri était là. François Van der Merwe aussi à l'époque. Oui, François qui était là. Donc nous, on a quand même, au Racing, on a quand même une base de joueurs qui sont Loret, qui est toujours là aujourd'hui, qui était déjà là à l'époque. Donc, mine de rien, il y a un socle. Tu peux t'accrocher à certains référents qui restent. Tout à fait. Côté sportif, l'alchimie va mettre quasiment 18 mois à se faire, mais un groupe va naître. Le Racing réalise une saison démentielle, se qualifie pour les 2 finales, européenne et en top 14. Le Brennus semble pourtant vous échapper sur un carton rouge sur la finale, mais un éclair All Black va tout faire basculer. C'était celle-là, c'est assez unique, parce que vous êtes à 14 contre 15, et puis là c'est le talent qui s'exprime. Joro Kosoko, avec qui tu as joué, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est la libération ou non, c'est pas encore fini? Tu sais qu'il y a encore beaucoup de stress. On sait que c'est pas encore fini, mais dans la dynamique du match, dans la dynamique, tu sens comment ça commence à basculer un peu de notre côté en fait. Mais même avec les cartons rouges, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Toulonnais dans le stade, beaucoup plus que les Racingmen. Mais avec les cartons rouges, et forcément il y avait beaucoup plus des neutres aussi. Mais on a senti avec les cartons rouges, là, on a commencé à voir le soutien de stade avec nous, parce que on est là maintenant, on est les underdogs, 14 contre 15 pendant 60-70 minutes. C'est chaud. Et c'est là. Mais je pense aussi dans cette équipe-là, il y avait tellement des joueurs de grande qualité. Il y avait Carter, Lero Kokoko, il y a Yannick, il y avait Dimitri, tous les mecs qui ont beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'il y avait un tel. Tout le monde était calme. Il y avait personne qui était en panique parce que, il y a quand même 60 minutes à jouer, c'est pas fini. Et puis là, à la fin on a montré qu'on est capable de les gagner avec beaucoup de cœur, et puis on n'a jamais lâché tout le monde. Chaque jour, je pense qu'ils ont tout faire. Ils ont laissé l'énergie pour pouvoir gagner ce match-là, surtout dans l'arène en Barcelone, Camp Nou. C'était 98 000 personnes. Non, 100 000, quasiment 100 000 personnes. Ambiance de cinglé. Christophe, t'étais où? T'étais au stade? Moi, c'est le pire du pire. J'avais gagné 2 places pour aller voir le match, mais je travaillais ce jour-là, je pouvais pas y aller en fait. Cauchemar. Donc j'ai regardé devant ma télé, et moi je me souviens très bien, au moment de l'expulsion de Maxime, j'étais dévasté. Ouais, bien sûr. Parce que non seulement ça arrive très vite dans le match, 12 minutes, un truc comme ça. J'avais 18, et on est mené. C'est ça. Déjà. Donc il faut reprendre le score, gagner, et j'étais vraiment pas bien. Et c'est ma fille qui était toute petite à l'époque qui me dit: mais non papa, c'est jamais fini un match. tais-toi, connais pas le rugby. Je dis bon, alors pour elle, je vais y croire. Non, en fait, on a vu assez vite, bizarrement, que les Toulonnais étaient presque plus gênés par la supériorité numérique que les. Ils n'ont pas trouvé la clé que les Racingmen, quoi. Pour remettre. Dans le premier choc, c'est on voit Chauveau qui sort du banc. Et puis qui va se rasseoir. Oui, parce que c'est. Et là, même les commentateurs disent qu'est-ce qui se passe en fait. Et on voit Juan qui passe en 9. Il a resté. Et on te dit voilà, c'est cuit, oui. Mais et en fait, dans le contexte des choses, en fait, c'était bizarre. C'est aussi incroyable de gagner un match comme ça avec le contexte 11 qui joue 9 et tu joues à 14. Mais cette année-là, il y a des choses. Quand on parlait de Castres tout à l'heure, qui dégageait quelque chose dans ce groupe-là. C'était pareil. Parce qu'il y avait, effectivement, quand tu vois Dan Carter, à aucun moment tu vois, même sur son visage, qu'il y a. Il panique, Ah non, rien du tout. Et il y a Johan Goossen qui marche sur l'eau. Il était monstrueux cette année. Lui, tu avais l'impression que, quoi qu'il fasse, de toute manière, ça allait. S'il joue 10 au 12, au 13, au 15, c'est ça. Il était monstrueux cette année. Joueur de la saison, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et meilleur joueur de l'année. Reste. Donc, déjà là, à ce moment précis de ta carrière, tu viens de jouer 4 finales. Gagner 2 titres en 4 ans, clairement le rugby c'est facile en fait.
Si c'était facile, j'aurais gagné le Champions Cup aussi, mais non, malheureusement non. Le bilan quand même est assez exceptionnel sur tes 4 ans, tu es monstrueux. Reste que malheureusement, tu l'as dit, ce succès sera le dernier de ta carrière. Finalement, ton aventure avec le rugby pro va se terminer en 2021, en demi-finale contre La Rochelle. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, Anthony, mais il y a cet essai qui me fait plaisir, je vais pas te le cacher, ton supporter rochelais. C'est le dernier match de phase finale. C'est l'occasion pour toi peut-être de faire un bilan déjà à ce moment-là. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli ? Je pense pas à ce moment-là que je me rends compte en fait, mais ouais, je pense que c'est un chapitre d'une carrière ou une vie qui se termine aussi, donc du coup, oui, Quand est-ce que tu réalises que c'est fini ? J'imagine pas au coup de sifflet final, il te faut un petit peu de temps. Non, je pense que quand même, quand tu rentres dans le vestiaire à la fin, là tu dis, putain, là c'est fini. Donc ouais, même si on se prépare, on s'attend pour ce moment-là, ouais, c'est compliqué quand même, parce que tout ce que tu as connu pendant 20 ans, là, le jour au lendemain, c'est quasiment fini. Donc il faut se retrouver aussi qui je suis, parce que je suis pas, maintenant je suis plus un joueur de rugby, je suis qui en fait ? Qu'est-ce que je suis en dehors du terrain ? Voilà, donc, mais après c'est pour ça que je basculé directement de commencer à travailler et faire les études, donc j'avais pas le temps de m'asseoir et voilà, de trop réfléchir, parce que il faut surtout pas. C'est là où si ça commence à tourner un peu, c'est compliqué. Mais ouais, non, mais après, je pense que c'est plus tard dans la vie qu'on se rend compte en fait que moi, on a quand même gagné quelques titres, mais surtout les souvenirs. C'est pas que les titres qui sont importants, c'est les potes, c'est les relations, c'est vraiment le temps partagé avec les autres. C'est pour moi, c'était le mieux en fait. Christophe, quelle image tu garderas d'Anthony Claassen, le joueur du Racing ? On l'a vu tout à l'heure sur le première image, les cheveux blonds qui... Non, oui, parce que Minoret, il allait vite un peu quand même. Bien sûr, et puis en plus, toi, t'es marqué par les visages, les traits, oui. Parce que c'est son boulot quand même. Donc, Oui, non, mais... moi, ça fait partie d'une très belle période du Racing, mais sans doute, c'est la plus belle période du Racing. Et je retrouve dans le joueur sur le terrain la personne avec laquelle on discute là. Il y a pas de différence. On sent l'investissement, tout ce que tu as voulu donner, le rapport au groupe aussi. Ouais. Parce qu'en regardant les images, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs que tu avais retrouvé, parce que Virgile Lacombe, tu l'as aussi retrouvé au Racing après. Oui, au Racing après. En fait, finalement, il y a pas mal de joueurs et une espèce de famille. Ouais, c'est quand même plus simple. Voilà. Plus simple de créer une équipe, aussi une ambiance dans le groupe, un esprit, si tu connais les mecs un peu mieux. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis, ça fait partie je crois que des joueurs fiables avec lesquels, j'aime pas trop cette expression-là, mais on peut partir à la guerre, quoi. Sur lesquels et puis moi, alors si je vais raconter l'anecdote quand même, mais je sais pas si Anthony s'en souvient, mais la finale à Lyon contre les Saracens, perdu contre les Saracens, donc je m'en avais parlé. On était vraiment bord tribune, et à la fin du match, on a appelé les joueurs pour que vous veniez, parce qu'on était tous tristes, on était vraiment, et en fait les joueurs sont venus nous saluer de loin, et il y a 2 joueurs qui sont venus jusqu'en bas des tribunes. C'est toi et François. Ah oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je me souviens. Tu sais ce qu'il a fait ? Ouais, j'ai pleuré ce soir-là. Il a pleuré. Et il a pas pleuré. Il a pas pleuré parce qu'il avait perdu. Il a pleuré pour votre tristesse. Oui. En fait, c'est parce que quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas trop d'images de l'après-match. Moi, je comprends. Les 80 minutes, les efforts. Ils se font pas des câlins et des bisous, quoi. C'est 80 minutes à se taper dessus. Oui, et puis c'est toute une saison qui se termine, en l'occurrence. Mais je me suis dit, c'est dommage de pas partager ça aussi, quoi. Mais je le comprends tout à fait. Et en fait, moi, dans mon souvenir, il y a 2 joueurs qui sont venus. C'est François et toi qui sont venus jusqu'en bas des tribunes. Et on se serrait la main. On est resté 10 minutes. Mais François Vandermeer. Non, mais je pense que c'est important de partager aussi, parce que moi, quand j'ai grandi, j'étais tellement fan à Durban, à Kings Park, où c'est là où j'ai grandi avec les Sharks. Donc après les matchs, j'étais à la chasse des signatures toute la soirée, quoi. Donc tu cours partout. Donc
on se souvient les jours, en fait, mes idoles qui ont été très sympas, en fait. Et les mecs qui ont été un peu moins sympas, là, tu dis, oh. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gamins, c'est surtout les gens qui se déplacent. Et c'est trop important de redonner un peu, juste, c'est du respect, en fait. Oui, et puis là, je me dis peut-être que cette tristesse, l'aboutissement, malheureusement, c'est pas ce qu'on voulait à la fin du match, de perdre ce match, mais peut-être c'est plus facile à porter si on est plusieurs à le partager, quoi. Oui. C'est sûr que le fardeau est plus léger. Juste en 15 secondes, je vous parle de Nathan Hines, que j'ai eu au téléphone et qui m'a raconté que le plus beau souvenir de sa carrière, c'est en se rendant au stade en Écosse, dans le bus de l'équipe nationale, et qu'il a fait coucou à un petit garçon qui lui faisait coucou. Et il a dit, ben voilà, ça lui fait un souvenir pour la vie. Et c'est pour ça que je fais ce sport-là. Ouais. Anthony, merci de nous avoir parlé de toi. Maintenant, on va parler des autres. Exercice ô combien difficile, Anthony, ô combien redoutable. Tu as dressé ton 15 de légende. On va analyser tes choix, essayer de mieux connaître les joueurs avec qui tu as joué, que tu as affronté. On va voir qui t'a mis dans ce 15 de légende. Est-ce que tu t'es mis dans ce 15 de légende ? On va faire comme si tu étais Fabien Galtier. Tu mets tes lunettes de plongée. Qui c'est d'abord, qui c'est le numéro 1 Qui est ton pilier gauche ? Donc le pilier gauche, Monet, Tuipulotu. On dit à Castres ensemble, forcément. Je vais donner les premières lignes et je vais expliquer pourquoi. Parce que, quand même. Donc, il y avait Monet, il y avait Brice Mac, et puis Kutz, Kalina Wiongi. Forcément, là, les trois là, c'était énorme. Là, en mêlée, on n'a pas bougé. Donc là, on était sûr de notre force, en fait. Parce que je me souviens, on a joué en demi contre Clermont. L'année où on était champion. Et c'était quand même assez Clermont, donc c'était les gros Clermont à l'époque. Et le premier mêlée, j'ai senti. Et là, je me suis dit, c'est bon, on a gagné. Parce que, non, mais c'est sérieusement. Donc, c'est juste la force qu'ils avaient et la façon dans laquelle ils ont travaillé aussi. Mais c'est pas que le rugby, mais ce qu'ils ont fait en dehors. Kutz, c'est coton gros et mets-toi en coton, donc ils se protègent un peu, mais. Pour le groupe, pour le vie d'un groupe, ces trois-là, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pas parce qu'ils sont que des bons joueurs de rugby, mais c'est en dehors aussi. C'est qui est important. Le partage toujours au cœur de ta façon de concevoir ce sport-là. À quoi ressemble ta deuxième ligne ? J'ai mis Joe Tekori et Bernard Leroux. Donc Joe, c'est... Là aussi, tout en douceur, en finesse, en élégance. Ouais, c'est pour ça qu'on va pas reculer en mêlée, je pense. Ah ouais, avec ce 5-là, normalement les mêlées c'est bon. Joe Tekori, tu l'as croisé à Castres ? À Castres, oui. Donc on a joué, je pense qu'une seule saison ensemble. Mais quand même, donc, je pense que l'impact qu'il avait sur moi et... C'est un peu le papa de l'équipe, donc, et c'est lui en fait le papa de l'ambiance, de l'état d'esprit de l'équipe. Donc, en plus, c'est un monstre, c'est un super joueur, donc il faut un mec comme ça. Et Bernard, il faut un mec qui recule pas, qu'on a un peu l'agressivité dans le pack. Bernard Leroux, j'imagine que... En tant que supporter du Racing, c'est un joueur un peu particulier. C'est un joueur vraiment particulier et c'est pareil, c'est très triste, c'est dommage de voir comment l'histoire se termine, surtout pour lui, parce que je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à apporter et surtout on sent, Bernard, ça fait partie des joueurs, on sent qu'il est heureux de monter sur un terrain, de jouer. Puis c'est quelqu'un qui donne véritablement tout. Tout, oui. Y compris son corps, il a 100%. Mais c'est ça, il ne lâche pas, il ne lâche jamais, en fait. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec Bernard, c'est assez rigolo, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre le joueur sur le terrain et le joueur en dehors du terrain. Oui. Je ne l'ai pas croisé beaucoup, moi c'est pareil, je lui ai donné son portrait, mais je l'ai croisé 1 ou 2 fois. Et j'ai jamais vu quelqu'un sourire autant. C'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai. Il est plutôt calme. Il est calme, il est posé, il est très souriant. Et quand il rentre sur un terrain, c'est une autre personne. Oui. Ouais. C'est cette vertu incroyable qu'a le maillot qui te transforme. Tu deviens quelqu'un d'autre en enfilant ton maillot. Et c'était une théorie que j'avais avec certains de mes potes, c'est que c'est un révélateur de qui tu es au plus profond de toi, souvent. Les courageux sont encore plus courageux et les moins courageux sont encore moins courageux. Et c'est un révélateur. C'est quelque chose Bernard, il est au club depuis qu'il a 16-17 ans, je crois. Depuis 21, 18 ans, 19, évidemment, immense figure du Racing qui a été champion titulaire pour la finale et qui a eu une incidence énorme sur international le jeu. Français. Ouais, aussi, oui.
et pas petit international, Non. immense international, joueur cadre des années malheureusement pas très glorieuses du 15 de France, mais un des joueurs qui n'a jamais rien eu à se reprocher. Troisième ligne, Anthony. Ibou Diarra, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Donc c'est toujours dur quand je parle de lui. Donc voilà. Et on passe à Wayne Ceslas-Loré. Donc on va pas revenir sur Ibou Diarra, juste très rapidement, joueur de Castres, immense joueur international, le mec le plus gentil du monde. Voilà. Et Ven Loré, phénomène physique et mec d'une honnêteté proverbiale, vraiment presque trop honnête parfois. Je sais pas si on peut être trop honnête. Ouais, je sais pas. Ça lui a valu, par exemple, en équipe de France, quand il s'était lancé le défi de répondre « Je s'appelle Groot » à toutes les questions. Bon, peut-être qu'il aurait pas dû faire ça, peut-être pas dû aller jusqu'au bout de son idée, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées. Mais c'est ça, mais c'est quelqu'un sur lequel on peut compter tout le temps, en fait. Dans un match, je sais qu'il va être présent, on sait qu'il va être présent, il va être partout. Physiquement, il est monstrueux, mais aussi en termes de leadership, c'est un très bon cadre dans une équipe aussi, donc c'est pour ça que j'avais mis Wayne, surtout pour les touches. Oui, parce qu'il fallait quand même, un gars qui saute, quoi. Ouais, un petit peu quand même. Christophe, même question que pour Bernard Leroux. Ven Loré, c'est aussi un personnage du Racing depuis des années et des années. Oui, ça fait partie des points fixes dont on parlait tout à l'heure. Ça fait partie des joueurs qui fait que quand on débute une saison, on n'est pas dépaysé, parce que même s'il y a des joueurs qui arrivent, il y a toujours les têtes connues qui sont là et les gens dont on sait de toute manière que sur l'ensemble d'une saison, ça va être des joueurs qui vont faire les feuilles, quoi. C'est sûr. Et regardez, même si ça fait là, il a prolongé pour le début de la. Au début, c'était pour un an, pour la Coupe du Monde, et puis il fait la saison. Et une nouvelle fois irréprochable en plus. Il est performant quand il est sur le terrain. Il est performant. Donc voilà. Moi, Wen, on parlait de franchise, c'est rigolo, mais j'apprécie beaucoup Wen Ceslas parce que c'est le seul joueur qui m'a dit qu'il aimait pas son portrait, en fait. Le premier portrait que j'ai fait de lui, il m'a dit non, mais en fait je me reconnais pas. Et il avait raison, parce qu'en fait le portrait n'était pas bien, et donc j'en ai refait un autre. Tu l'as refait, oui. Et je l'ai refait, et il m'a dit ah bah oui, il a deux portraits gratuits. Vous savez, il y en a même un troisième, parce que j'ai fait son portrait, j'ai dû le faire au moment du titre à peu près, le premier. 2016. Et là, dernièrement, je l'avais reposté à une occasion ou une autre. Il m'a dit, mais maintenant, j'ai plus de cheveux, parce que sur le premier, il avait plus de cheveux. Et je lui dis, si tu veux, je t'en fais un sans cheveux. J'en ai fait un autre, donc il a eu droit à un autre portrait. Voilà. Il y a l'évolution de sa carrière et l'évolution de ton travail aussi. C'est ça, exactement. Qui est sympa. En numéro 8, Anthony, est-ce que tu t'es glissé dans cette équipe ? Je pense que oui, quand même. C'est pas les gens, mais c'est quand même beaucoup des potes dans cette équipe. Donc tu sais que tu prendras du plaisir à jouer avec eux. Ouais, de jouer avec eux, et c'est les mecs avec lesquels je sais qu'il n'y a pas de triche dans l'équipe, en fait. Donc, j'aimerais bien jouer avec cette équipe, si je peux. Bien sûr, c'est toi le sélectionneur. Attends, sélectionneur-joueur, c'est rare. Mais t'as le droit. On peut le faire, oui. Mais t'as le droit, c'est tes règles. On arrive aux 3/4, avec la charnière, au poste de demi-mêlée. Roé Cocotte. C'est étonnant, tiens. Non, c'est sûrement un mec qu'on peut détester si on joue contre lui. Parce que il est très fort dans ce qu'il fait. Il est toujours en train d'énerver tout le monde, mais oui, c'est ça, mais c'est bien fait, c'est intelligent, en fait. Et il arrive à faire déjoncter les autres. Donc quand tu joues avec lui, c'est un super joueur. Encore aujourd'hui, il est avec le Stade français, il est très performant. Donc ça reste. Du reste, il y a beaucoup de gens au Stade français qui ont changé d'avis sur Rory Cocotte. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive au Stade français, ils le détestaient, et maintenant ils sont très contents de l'avoir avec eux. C'est ça. Quand je pense que tu l'aimes avant l'avoir dans ton équipe, mais jouer contre lui, c'est un peu. Il doit te ronger, ça doit être affreux. Le nombre de gars qui ont voulu l'attraper, c'est quand même signe qu'il doit être un petit peu pénible quand même. Moi, je lui en veux un peu parce qu'il a fait expulser Juan Imhoff à Colombe une année. Et Juan qui est pas le gars le plus méchant. Ouais, non, c'est vrai. Et il y a eu une embrouille, et c'est Juan qui a pris le carton rouge. Et c'est tout le talent aussi. Même si je suis de mauvaise foi, je crois que c'était pas mérité. Donc voilà, en 10... Et Rory Cocotte qui a joué aux Sharks aussi, donc sud-africain de naissance, international français. Voilà. Vous partagez des clubs, mais surtout une petite histoire commune aussi qui peut justifier sa présence. C'est exactement ça. Après,
on a toujours avec les bonnes relations aussi, on discute un peu, il y avait toujours la bonne communication entre nous quand on a joué ensemble. Donc, comme je dis. Et puis souvent, le 8 et le 9, ils s'entendent bien. En général, oui. C'est mieux. Enfin, c'est mieux de t'entendre bien avec tout le monde. Ouais. Mais il y a une relation technique particulière parce que bon, si ton 9, il fait que de t'envoyer dans des murs, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Au poste de 10, alors là, c'est un cas particulier parce que tu as joué avec des 10 gigantesques. Ouais, donc c'était difficile de choisir. C'est très très dur. Parce que moi, j'en ai mis Rémi Thalès et Dan Carter forcément ça, parce que Dan avec... Dan Carter, quoi. C'est Dan Carter, on n'a même pas besoin de parler de lui. mais quand tu vois ce qu'il a fait Rémi, la finale en 2013, là, c'était énorme. Et aussi, il a joué contre les Irlandais en 2019, si je me rappelle Bilbao bien. Oui, à Bilbao, c'est ça. Et c'était inattendu en plus. C'était inattendu parce que Dan était blessé. Voilà, il ne devait pas jouer. Mais... encore une fois, il avait le drop aussi pour gagner, mais c'est la vie, c'est un 10. Il y a certains que tu passes, les autres que tu rates. Donc, c'est pas sa faute en fait. Mais, donc, les choix, c'est pas facile. Il fait un gros match. Il a fait un gros match. Alors qu'à la base, il part même numéro 3, je crois, parce qu'il y a Carter qui va jouer. C'est Pat Lambie. Oui, exactement. Et Pat se blesse au bout de 10 minutes. Et donc, Rémi, qui ne veut même pas jouer la finale, pas sur la feuille au départ, à jouer 70 minutes. Quoi. Au moins 65 minutes. Et il fait un gros match. Tu te rappelles des paroles de La Chasse au tigre ou pas ? La chanson préférée de Rémi Thalès. C'est pour ça qu'il est là, c'est les chanteurs de c'est pour La Chasse au tigre. C'est les chasses au tigre. D'accord. Rémi Thalès a un regret de son passage au Racing, toujours très bien au Racing, c'est qu'effectivement c'était quelqu'un qui mettait des drops. Et il en a raté au Racing. Et je crois que un des rares qui a été validé, c'était contre l'UBB à Bordeaux. Et en plus, je crois qu'après avoir vu les images, le drop passe pas. D'accord. On vérifiera sur legendaryplace.com. On ira voir le sort de ce drop-là. Exactement. C'est un drop qui passe juste avant la mi-temps, il me semble, contre l'UBB. Et ça fait rire les gens parce qu'en fait, il passe pas. Aux ailes de cette équipe qui pour l'instant ressemble à une Dream Team. Là c'est aussi compliqué parce que... Oui, t'as quand même eu quelques joueurs, quelques clients. Ouais. À gauche j'avais deux noms aussi, Marc-André et Juan Imhoff. Pas tout à fait le même style. Ouais, pas les mêmes styles. Donc, on va dire le guerrier et l'élégance. On va garder les deux parce que ça dépend du match. Donc, en fonction du match, on va jouer. S'il pleut, tu mets Marc-André. S'il fait beau, tu mets Juan Imhoff. On va faire comme ça. Okay. Non, mais après, c'est pas pour eux-mêmes. Juan, avec tout ce qu'il a fait au Racing aussi, avec le nombre d'essais qu'il a marqué. Et Marco, pareil. Donc, c'est évident que. C'était pas possible de les départager. Qui tu as mis à l'autre aile? Ouais, c'est pas possible de les départager. Là, on a Joe, Rocco Coco et aussi Teddy Thomas. Je sais que il a été beaucoup critiqué à un certain moment de sa carrière, mais... c'est un joueur frisson. Anthony, c'est un joueur pour qui tu payes ta place. Non mais Teddy, exceptionnel. C'est un super joueur. En plus, il a un cœur comme ça. Il est vraiment dans l'affection, pardon. Et c'est lui, en fait, mon dernier match à domicile contre Brive, d'ailleurs, que j'ai joué. C'est lui qui m'a filé le passe comme ça pour marquer mon dernier match. Je me souviens de ça. Donc c'est quelque chose. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc ce surtout mec-là. un ailier. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc lui, les essais, c'est pas important. Passé par Biarritz aussi. Ouais, c'est ça. J'imagine, Marion, que ce genre de joueur, tu es bien placé en tant que journaliste pour savoir que la critique est parfois facile. Quelle image tu gardes de Teddy Thomas? Le génie ou le génie décrié? Un peu les deux. C'est un peu difficile de séparer les deux, je trouve. Mais c'est vrai que quand tu penses à lui, tu penses à l'ailier frisson, aux actions assez incroyables où il traverse le terrain, qui te sort. Et en même temps, tu es obligé de penser à toutes ces critiques qu'il y a envers lui, notamment défensivement, où on a souvent été dur avec lui. On attend tellement. Mais les gens sont durs parce qu'il a beaucoup progressé défensivement dans ce passage. Et puis il est là pour marquer les essais aussi. Il n'est pas là pour défendre. Donc après, dans chaque équipe, il y a des mecs qui ont les points forts, les points faibles. Donc c'est pour ça que c'est un sport de rugby. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'a pas été épargné par les blessures non plus. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc ça, mine de rien, les gens se rendent pas compte. Les gens prennent en compte la blessure en elle-même, mais ils prennent pas en compte tous les efforts que ça nécessite. Pour revenir. Et retrouver le niveau d'avant la blessure. Ouais. Donc, et puis psychologiquement, ça use. Moi, je me suis blessé, je suis jamais revenu. Tu vois. J'ai pas réussi. Teddy Thomas, Joe Rocco Soko, un duo
top niveau. Ouais. Qui pour les alimenter en 12, en 13, qui sont tes centres? Serema Abaye. Immense joueur aussi, du Castres Olympique. Ouais. Vraiment un joueur capital dans la conquête du titre. Oui. Mais pas toujours reconnu à sa juste valeur. C'est exactement ça. Il est plutôt discret, mais on sait qu'en 2012, on savait très bien qu'on peut compter sur lui. Donc si il faut avancer, si on lui file le bal, on sait que c'est sûr et certain qu'il va gagner le duel. Mais aussi, il a une certaine sérénité autour de lui, parce que c'est un peu le papy ou le papa de l'équipe à l'époque. Il était très cool, très sereine. Ça s'est dégagé en fait. Jamais paniqué, il a dit t'inquiète. C'est exactement ça, rassurer tout le monde. Donc c'est exactement. Donc en 12, et j'ai mis Virimi Vakatawa en 13. Donc j'imagine un duo comme ça. Et là, je pense que il n'y a pas beaucoup de mots qui vont passer déjà, mais ils vont faire mal. Oui, ils vont faire mal aussi. Après, Virimi... Voilà, j'allais y venir. Virimi, tu l'as connu jeune, tu l'as vu grandir. Oui. Il arrive au Racing, il a 18 ans. Oui. On sait que c'est un joueur très prometteur. Est-ce que tu imaginais que ça allait être un des meilleurs centres du monde? Parce que c'est ce qu'il a été, hein, Virimi Vakatawa, meilleur centre du monde, peut-être numéro 1. Est-ce que tu t'imaginais ce destin-là? Je pense qu'on le souhaite pour tout le monde, mais après, ce qu'il a réussi à faire avec sa carrière, c'était peut-être un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué. Parce que si le jour-ci, il était en forme, il est capable de tout faire. Il dépasse les mains et il a toujours libéré l'espace pour les autres, en fait. Oui, et puis donc, capable de gagner ses duels en vitesse, en puissance, technique, intelligent. Il était très complet, très 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 complet. Christophe, rapidement, Vakatawa, joueur frisson, joueur oui, bien sûr. Tout en haut de ce que tu peux faire en termes de rugby. Là encore, en plus, et d'autant plus que, encore une fois, l'histoire se termine de manière un peu bizarre, quoi. Parce que l'année où on apprend ses soucis de santé, il fait partie des joueurs sur lesquels on compte au Racing, qui sont les joueurs leaders. Enfin, on a une paire de centres, c'est Ficou Vakatawa. Sur le papier, c'est la paire de centres de l'équipe de France. Il y a pas de France. En plus, et effectivement, c'est l'année de la Coupe du Monde en plus. C'est ça. Donc pour lui, c'est catastrophique parce que il est au plus haut de ce qu'il peut faire cette année de Coupe du Monde et c'est ça qui tombe. Et puis c'est pareil, c'est un joueur qu'on a vu arriver jeune chez nous. Il y a eu le passage au Seven, il est revenu et puis, puis il est passé d'ailier à centre à meilleur centre possible. Et puis on le voit, c'est un joueur qui sait tout faire. Jouer au pied, je crois pas. Mais petit coup de pied à 6, pourquoi pas? Petit par-dessus, oui, voilà. On préfère le voir quand même un petit peu. Les petits par-dessus, c'est Joe. Joe les fait très bien. Les petits par-dessus. Non, mais non, évidemment, ça fait partie des joueurs effectivement repères. Je m'en veux tout à l'heure de ne pas avoir parlé de Rodimov du reste dans les joueurs repères parce que lui, c'est pareil, il est là depuis très très longtemps. C'est la difficulté de l'exercice. Tu verras, tu vas te coucher ce soir en disant j'ai pas parlé de ci, j'ai pas parlé de ça. Tu vas t'en vouloir. Moi, je m'en veux tout le temps. Et pour finir, à l'arrière. Aussi, choix très compliqué, mais j'en ai mis 2 et je vais mettre 2. Ok. On joue à 24. Il faut. Brice Dulin. Voilà, c'est un très bon ami aussi. On a joué ensemble à Castres, on a embarqué ensemble à Castres et puis on est arrivé ensemble au Racing aussi. Pour moi, c'était une des meilleures 15 aussi en France pendant des années. Super joueur, très sûr derrière un ballon haut, super vision de jeu. Et pour son petit gabarit, elle était capable de tourner les situations dans un match. Très très fort joueur. Donc, Marion Brice Dulin, qui ne compte que une trentaine de sélections. Mais il était presque pressenti là pour 2023. Bien sûr, mais ça fait quand même partie des petites injustices presque. Il aurait peut-être mérité plus de sélections. Là, en tout cas, sur la dernière Coupe du Monde, c'était compliqué le choix à l'arrière, mais tu peux pas enlever Ramos, tu peux pas. Mais en même temps, Dulin, il avait sa place, je trouve. Mais Dulin, il est à 2 titres de champion de France, 2 titres de champion d'Europe, titulaire indiscutable au Racing, à Castres, à La Rochelle. Ça fait 10 ans qu'il est au top niveau et finalement... Un titre de champion de France de Seven. Voilà, bien sûr, évidemment, j'oublie. Vilain. Et pour finir, Anthony, le deuxième arrière... Simon Zibo. Donc, hyper talentueux. Hyper talentueux. Il va pas m'en vouloir, mais il faut qu'il bosse un peu plus. Mais là, c'est fini. Il a arrêté. Il va arrêter. Non, mais
après, juste son état d'esprit, son façon d'être dans un groupe, et aussi c'est un super joueur, mais elle est toujours souriant, elle est toujours positive, donc on a besoin d'un mec comme ça, petit Irlandais avec accent français, donc français irlandais quand on n'est pas français, donc non, mais c'est pour ça que je l'ai mis aussi un très très bon joueur, et là je n'aime pas qu'elle match pour l'équipe d'Irlande aussi. Eh bien, ce 15 à 23 a très belle allure, Anthony. Je te remercie d'avoir joué le jeu, parce que c'est un exercice, je ne l'ai pas dit en préambule, qui est extrêmement difficile. Il faut faire des choix, tu as joué avec des super joueurs. Forcément, si vous voulez vous plaindre du 15, je vous donne le numéro de téléphone d'Anthony Classen. C'est le 06. Merci à tous de devoir passer cette heure tous ensemble pour partager nos souvenirs, notre passion, nos moments glorieux et parfois un peu tristes. Marion, merci. On peut retrouver des articles à toi en ce moment sur le site de la Fédération française de tennis. Oui. Parce que tu es multicarte. Donc déjà, je te remercie d'avoir pris une journée en plein Roland-Garros. On enregistre, c'est Roland-Garros. Elle est venue exprès pour ça. Donc merci beaucoup, Marion. Beaucoup. Merci. Christophe, où est-ce qu'on peut voir ton travail si jamais on aime les portraits, on aime les chevals? Qu'est-ce qu'on fait? Les chevals avec un W. Moi, j'ai mon compte Instagram Kibé, toujours, là où il y a le plus de choses. Mais sinon, il y a un kibé.fr qui existe, sur lequel il y a plein de dessins. Et je suis présent sur Twitter aussi, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est la magie des réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. J'espère que cette émission t'a plu. Remuer les souvenirs comme ça, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable de penser un peu à ma carrière, tout ce que j'ai fait, surtout avec les mecs que j'ai partagé le terrain, donc aussi qu'on a perdu. Donc voilà, c'est des bons souvenirs à voir. Donc on parle beaucoup des titres et tout ça, mais comme j'ai dit, c'est... Pour moi, la conséquence de la vie. Le plus important, c'est des amis, les amitiés qu'on a pu faire depuis des années. Donc, ça passe vite. Donc, il faut en profiter dès qu'on peut encore jouer. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et maintenant, c'est les enfants qui prennent le relais. Et c'est fini le rugby maintenant? Oui, non, mais c'est fini. Ah, mais il y a eu une petite prolongation. Avec Seren, je continue, mais là... 40 ans bientôt. Le vieux lion est fatigué. Non, ça va, mais après, la vie continue aussi. Il faut quand même se projeter dans l'avenir aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie Stanislas Tourtoulou, Andrea Gélé, Loïc Jenard à la préparation de cette émission, Julien Nice à la réalisation. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures sur legendaryplace.com. Et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Legendary Place. Vous venez d'écouter Rugby Légende avec Anthony Classen. Si cet épisode vous a plu, si l'ambiance, l'atmosphère, l'univers proposé par Legendary Place vous plaît, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, diffuser partout cet épisode. Et puis si vous l'avez pas aimé, mentez, dites que c'était super. Vous, ça vous coûte rien, et puis nous, ça peut vraiment nous filer un coup de main. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel invité dans Rugby Légende.